Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur les accès dérogatoires. Donc, je suis Frédéric Girard, vice-président de France Biotech. Je vous propose d'attendre peut-être 2-3 minutes l'arrivée éventuellement des retardataires et puis on pourra commencer. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous propose d'attendre encore une petite minute. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur les accès dérogatoires. Donc, je suis Frédéric Girard, vice-président de France Biotech. J'ai le plaisir de co-animer avec Sophie le groupe de travail Accès au marché. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le groupe de travail Accès au marché, on rassemble en fait tous les adhérents de France Biotech qui sont intéressés par les problématiques d'accès au marché. L'idée de mettre en relation les experts du sujet, de partager de l'information avec l'ensemble des entrepreneurs adhérents de France Biotech, et puis également d'être force de proposition auprès des pouvoirs publics sur toutes les problématiques d'accès au marché. Les accès dérogatoires, c'est évidemment un sujet très important pour nos adhérents parce que ça permet d'apporter nos innovations très précocement aux patients. Ça permet également en France de générer des revenus et c'est important pour des sociétés qui n'ont pas de revenus récurrents. Et puis, ça permet, dans la plupart des cas, de collecter des informations en vie réelle qui seront évidemment très utiles pour l'accès au droit commun un petit peu plus tard dans l'histoire des produits. Ce sont des dispositifs qui concernent les différentes familles de produits et il nous a semblé intéressant d'avoir, je dirais, une analyse, un panorama en fait de ce qui se passe dans le secteur des accès dérogatoires en prenant l'année 2022 comme une année de référence, mais l'idée est d'avoir chaque année justement ce point sur les pratiques de façon à ce que vous puissiez mieux comprendre quelles sont les opportunités et les défis, mais également qu'on puisse faire remonter au pouvoir public un certain nombre de propositions. On s'est associé pour ça avec l'ESSEC et on a eu le soutien d'un groupe d'étudiants que je remercie, qui sont aujourd'hui réunis pour vous présenter la synthèse de leurs travaux.
c'est un peu le grand oral pour eux. Donc, ils ont fait, je trouve, un travail absolument titanesque dans un délai extrêmement court, hein, puisqu'on avait 2 mois pour faire cette analyse. Et ils vont donc vous présenter leurs résultats. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Gladys, Balthazar, Paul, Charles et Ryan, qui vont tour à tour vous présenter les différents éléments. Alors, on me dit que le son est assez lointain. On va essayer de parler fort, puisqu'on est dans une salle, je suis ici derrière les étudiants, on est dans une salle de visio, donc on va essayer d'en tenir compte. Voilà, donc sans plus attendre, je passe la parole à nos étudiants et on va vous partager le diaporama de présentation. Donc merci à la technique de lancer le diaporama, voilà. Et donc n'hésitez pas, vous êtes habitués, vous avez en bas à droite une petite icône avec un point d'interrogation qui vous permet de poser des questions, ce qui est plus pratique que le chat. Voilà. Madame, messieurs, la parole est à vous. Super, merci beaucoup Frédéric. Du coup, comme dit précédemment, nous allons vous faire un état des lieux de l'actualité 2022 sur les accès dérogatoires. Nous allons, pour organiser cette conférence, nous allons tout simplement commencer par une intro sur notre équipe, notre contexte, la méthode qu'on a utilisée, et ensuite on déroulera notre plan selon les accès compassionnels précoces, le forfait innovation, la prise en charge transitoire et l'article 51. L'équipe, bon, comme l'a dit Frédéric précédemment, nous sommes une équipe de pharmaciens en double diplôme à l'ESSEC, et un grand merci à Frédéric et à Mathieu de nous avoir accompagné et guidé pendant ces 2 mois pour cet état dérogatoire. Donc le contexte, c'est la méthodologie. Au niveau des médicaments, nous allons étudier l'accès compassionnel, l'accès précoce, donc pour les produits éligibles qui sont des médicaments en recherche ou pour l'accès précoce pour des maladies graves où il n'y a pas d'absence de traitement approprié. Sur les dispositifs médicaux que Ryan vous présentera, il y a le forfait innovation et la prise en charge transitoire, où ce sont des dispositifs où il y a pour des phases précoces de diffusion, où il n'y a pas forcément besoin de marquage CE pour le forfait innovation, mais il y en a un besoin pour la prise en charge transitoire. Et nous allons ensuite vous parler de l'article 51. Et par contre, concernant les DM et les diagnostics, nous ne ferons pas un état des lieux car il y en a eu très peu cette année. Pour faire un petit rappel sur les médicaments, donc l'accès compassionnel qui remplace les ATU nominatives et les CPC qui remplacent les RTU. C'est sur une initiative de l'ANSM qui est à la demande des professionnels de santé et des ministres ou sur signalement. Donc l'ANSM s'en occupe et vous avez soit des cadres de prescription compassionnelle qui remplacent les RTU ou les autorisations d'accès compassionnel qui vont remplacer les ATU nominatives. Les accès précoces ont remplacé les ATU de corps, les post-ATU, qui sont des médicaments qui sont destinés à être commercialisés à l'inverse des accès compassionnels. Ça se fait sur une demande du laboratoire et l'évaluation est faite au final par la Haute Autorité de Santé. Dans ce dispositif, les autorisations d'accès compassionnel sont dans une logique de passer en autorisation d'accès précoce, puis ensuite dans le droit commun. Donc, notre objectif aujourd'hui est de guider au mieux les adhérents de France Biotech parmi toutes ces différentes options et de peut-être pouvoir conseiller les pouvoirs publics sur les possibles optimisations. Nous avons donc fait une étude qualitative en interviewant des industriels de différentes tailles et aussi quantitative en nous servant des recueils de bases de données publiques. Et nous voulons aussi adresser un grand merci à Netis AI qui nous a fourni sa base de données. Et nos sources sont donc l'ANSM, la Haute Autorité de Santé, Santé Gouv, Omedix, France Biotech et l'Atlas pour le forfait innovation. Donc nous nous sommes seulement concentrés sur la période 2022, bien que ce sont des accès précoces et compassionnels sont arrivés dans la loi en 2021, en juillet 2021. Donc nous allons commencer avec les accès compassionnels. Donc, comme dit précédemment, l'accès compassionnel remplace les ATU nominatives et les cadres de prescription compassionnelle remplacent les RTU pour des médicaments répondant à un besoin thérapeutique. Donc, pour les autorisations d'accès compassionnel nominative, on a donc un accès compassionnel demandé pour un médicament non autorisé et non disponible en France par un prescripteur hospitalier pour un patient nommé désigné. Et pour le cadre de prescription compassionnelle, nous sommes sur un encadrement d'une pratique qui a l'initiative de l'ANSM en vue de sécuriser une pratique de prescription hors AMM d'un médicament disponible en France, disponible d'une AMM dans d'autres indications. Et ensuite, il y a l'autorisation compassionnelle précoce ou très précoce, qui est une autorisation qui est octroyée par l'ANSM sur demande d'un médecin prescripteur
qui sont pour des médicaments qui font l'objet de recherche clinique dans une indication considérée à un stade très précoce pour un patient devenu dans une impasse thérapeutique. Donc, nous avons voulu s'intéresser aux différents accès compassionnels qui ont été octroyés. Et on a observé une chose, c'est que pour les autorisations d'accès compassionnel très précoces, elles ne représentent que 5% de celles qui ont été accordées en 2022. Et donc, on a pu faire l'objet du fait que c'est un dispositif qui est encore peu utilisé dans la quête d'innovation. Sur les autorisations d'accès compassionnel qui appartiennent au réseau de France Biotech, donc il y en a 25, parmi lesquels PTC Therapeutics, B. Braun, Takeda, BMS, Ipsen, Miltenid Biomédecine, Avectis et Sanofi. Pour la suite de l'analyse des accès compassionnels accordés, nous exclurons les 18 CPC qui ont été accordés. Nous avons voulu ensuite savoir quel type de demandeur a reçu les accès compassionnels. Donc, nous avons divisé les différentes structures en 5 catégories. Les Big Pharma, qui ont classifiés selon une classification d'IQVIA, qui ont des sales supérieurs à 5 milliards. Les Mid-Size Pharma, qui ont des sales entre 400 millions et 5 milliards. Les Emerging Pharma, avec des sales entre 50 et 400 millions. Les small pharma avec des sales en dessous de 50 millions et les biotech qui sont des structures avec des produits en phase de lancement qui n'ont pas encore de commercialisation. Pour vous faire attention sur le graphe de gauche, ce ne sont pas le nombre ce sont le nombre totaux d'accès compassionnels octroyés et pas le nombre de pharma. C'est-à-dire que si par exemple vous pouvez avoir moins de big pharma avec beaucoup d'accès compassionnels octroyés. Ici, ce qui est intéressant, c'est on remarque que les small pharma sont ceux qui ont le plus d'accès compassionnel octroyés, avec en tête de file Novartis, OM Pharma et Rosemont. C'est la classification qui est à droite. Ici, de manière assez logique, on voit un peu un effet de transition, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé aux nouvelles demandes d'accès compassionnel et au renouvellement des ATU nominatives. On observe bien qu'on a un nombre assez fort de renouvellement d'ATU nominatives en début d'année. Et doucement, on a une transition vers les accès compassionnels qui sont tout simplement des nouvelles demandes. On observe qu'en novembre-décembre, quasiment 100% des nouvelles demandes ne sont pas des anciennes ATU nominatives. On s'est ensuite intéressé aux indications pour lesquelles étaient revendiqués ces accès compassionnels. On a donc structuré l'ensemble des accès compassionnels accordés selon la classification ATC, qui classifie selon l'organe ou le système corporel. On a observé que la majorité n'était pas octroyée par des indications en cancérologie, mais par des indications sur le système nerveux. Donc les 3 têtes de file sont le système nerveux, les antinéoplasiques et les anti-infectieux. Ici, un tableau un petit peu indigeste pour montrer les accès compassionnels très précoces. C'est un tableau pour vous montrer un petit peu les tendances en innovation. Donc, on peut regarder à gauche les différents laboratoires qui ont eu ces accès compassionnels en 2022 et les différentes indications à droite. Je vous laisse ensuite la parole concernant les accès précoces. Merci beaucoup. Donc, on va dérouler un petit peu le même plan sur les accès précoces qui ont été accordés en 2022. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'en 2022, il y a 98 accès précoces qui ont été octroyés par la HAS. Et parmi ces 98, il y a 57% qui concernent une indication dans le domaine de l'oncologie. Donc, c'est le petit graphe de gauche. Et on a regardé également les demandeurs d'accès précoce. Et parmi tous les organismes ayant demandé un accès précoce et l'ayant obtenu, on a 13 laboratoires qui appartiennent au réseau France Biotech. Et pour petit rappel, juste pour définir l'accès précoce, donc c'est des dispositifs qui permettent à des patients qui sont en impasse thérapeutique de bénéficier de certains médicaments qui ne sont pas encore sur le marché. Voilà, donc ils remplacent, comme l'a dit Balthazar, les anciennes ATU de cohorte et les ATU extension d'indication. Donc on a regardé les différentes typologies des laboratoires qui sont demandeurs de ces accès précoces. Et c'est assez flagrant, on voit que la Big Pharma, donc les gros labos, sont un peu la gagnante, entre guillemets, de ce dispositif, car 62 des 98 accès précoces sont obtenus par les Big Pharma. Donc on peut les voir sur la droite, donc il y a Sanofi, Novartis, Novo, BMS, Pfizer, etc. Par la suite, on a également conduit des entretiens qualitatifs avec différentes personnes du réseau France Biotech.
pour un petit peu avoir leurs avis et leurs retours concernant cette modification dans le dispositif. Donc, les avis sont assez variés. Certaines personnes nous ont dit que ce nouveau dispositif d'accès compassionnel, accès précoce, pouvait ajouter une certaine lourdeur administrative, car de nouveaux interlocuteurs entraient en jeu, et que dans ce sens, les petites structures, petits laboratoires sont un petit peu désavantagés parce qu'ils n'ont pas les capacités et les structures en termes de personnes qu'ont, par exemple, les Big Pharma, Novartis, etc., qui sont plus habitués à gérer ce genre de demandes, qui sont assez cadrées. Car maintenant, le dossier de demande d'accès compassionnel et d'accès précoce était quasiment équivalent à un gros dossier de transparence. Mais dans un autre sens, la demande d'accès précoce et d'accès compassionnel, donc s'il est reconnu par la HAS, ça reconnaît qu'il y a un besoin médical qui n'est pas encore couvert, et donc par la suite, ce sera beaucoup plus difficile pour la HAS de ne pas octroyer un bon niveau de SMR et SMR. Donc, pour un laboratoire, obtenir un accès précoce permet également d'établir un premier contact avec les médecins qui peuvent se familiariser avec un produit, et ça peut s'avérer être un avantage compétitif par la suite. On a également demandé ce qu'ils pensaient des PUTRD, donc qui sont accordés seulement quelques jours avant l'accès précoce. Il y a pour certains aucun échange avec les instances. Donc c'est très difficile de changer les critères d'inclusion lorsque l'accès précoce est octroyé. Et un avis un peu plus positif, donc il y a eu plus de transparence et de visibilité dans les nouvelles démarches. Et le délai d'obtention est également plus rapide, donc on passe sur plutôt 3 mois comparé à 6 mois en moyenne auparavant. Voilà. Là, on s'est intéressé du coup à nos accès précoces de 2022. On a regardé leurs anciens statuts et comment ils avaient été convertis, transformés. Donc on voit qu'au début, par exemple, je prends l'exemple de juillet 2022 pour que ça soit un peu plus clair à la lecture. On regarde l'ancien statut des accès précoces en fonction des différents mois. Donc en 2022, on a 11 accès précoces qui sont des nouvelles demandes. On a un accès précoce nouvellement accordé qui était auparavant un accès compassionnel et 8 accès précoces nouvellement accordés qui étaient auparavant une ATU de cohorte. Donc on observe bien la conversion ATU de cohorte en accès précoce. Voilà. Et on observe également à noter un ralentissement qui pourrait être préoccupant sur la fin de l'année 2022. Et on peut aussi regarder que les accès compassionnels, donc décrits par Balthazar dans la première partie, deviennent peu à peu des accès précoces. Donc c'est bien ce qui est voulu par la chronologie du dispositif permettant l'accès à l'innovation. Voilà. On a par la suite regardé les statuts actuels du coup des 98 accès précoces qui ont été accordés. On voit que la majorité de ces produits sont des accès précoces qui sont post-AMM. C'est-à-dire que cet accès précoce est demandé lorsque le produit a déjà obtenu l'AMM, mais qu'il n'est pas encore admis au remboursement par l'assurance maladie. Donc, ça permet d'avoir le produit sur le marché. Et parmi ces 98 accès précoces, on en a 17 donc, qui, au cours de l'année 2022, ont été admis au remboursement par l'assurance maladie. Et du coup, ils ne bénéficient plus de la prise en charge spécifique à l'accès précoce. Après, on a regardé du coup les différentes aires thérapeutiques pour voir un petit peu qui était le terrain de l'innovation. Donc, on les a classés selon la classification ATC. Et là, c'est plus flagrant que pour les accès compassionnels. La majorité des accès précoces sont dans une indication en oncologie, dans le domaine de l'oncologie. Du coup, pour comprendre un petit peu ce qui se passait hors oncologie, on les a enlevés du classement et on a regardé les 42 restants pour voir quelles indications étaient propices à l'innovation. Donc, on observe les voies digestives, et le métabolisme, en première avec 11 accès précoces accordés et le système nerveux. On vous a mis des exemples de traitements sur la droite. Donc, par exemple, pour le métabolisme, ce sont des traitements de l'obésité, du contrôle de la faim, par exemple. Ou pour le système nerveux, ce sont pour des crises adjuvantes de crise partielle avec ou sans généralisation. Et aussi pour le traitement de l'amylose HATP. Et pour comprendre pour également voir si l'accès précoce était quelque chose qui était facilement ou pas accordé, ou s'il y avait un beau taux de réussite. On a regardé toutes les demandes qui avaient été refusées et qui n'ont pas été abouties. Donc, en 2022, il y a seulement 6 demandes d'accès précoce qui n'ont pas abouti, donc ça correspond à 6% environ du total des demandes.
Et du coup, on peut récupérer les différentes justifications. Et les raisons du refus, c'est soit lié à un refus de la NSM, donc pour une efficacité ou une sécurité qui est non présumée, ou un refus de la HAS. Et on peut aussi penser que du coup, le taux d'acceptation élevé, donc qui est de 94%, peut être lié aux rencontres pré-dépôt précoces qui sont organisées entre les demandeurs de l'accès précoce et la HAS. Donc ça permet de modifier par la suite le dossier et d'avoir une meilleure chance d'obtenir cet accès précoce. Merci. Il y a une question qui est arrivée dans le chat. Je propose qu'on y réponde et éventuellement, on va passer sur les dispositifs médicaux. Donc, si vous avez des questions concernant plus les médicaments, n'hésitez pas à les poser maintenant. Emmanuel nous a demandé si les données que l'on récoltait dans le cadre des accès compassionnels pouvaient être utilisées pour les études cliniques. Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. J'imagine que l'idée est de savoir si elles pouvaient être considérées comme des données cliniques utilisables pour l'enregistrement, voire l'évaluation. Je veux bien répondre à la question, Balthazar. Alors, la volonté des pouvoirs publics, avec les accès compassionnels, les accès précoces, c'est vraiment de recueillir des données qui vont permettre derrière d'être utilisées dans l'évaluation par la HAS. Donc, c'est une volonté. Après, ça sous-entend d'avoir des données de qualité avec une exhaustivité suffisante. Donc ça, c'est quelque chose qui est acté, même si on n'a pas de recul suffisant pour savoir l'impact que ça aura, mais ça a été clairement exprimé. Par contre, sur la procédure d'enregistrement du médicament, là, je ne suis pas un expert, donc si certains souhaitent réagir dans le chat, n'hésitez pas à commenter, mais je dirais qu'on est dans du non-comparatif direct, donc déjà, il y a un problème de comparateur. On peut toujours imaginer qu'on puisse se comparer à l'évolution naturelle de la maladie, mais ce n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui admis communément dans les procédures d'enregistrement, peut-être à une exception près que sont les maladies rares. Donc, fondamentalement, je dirais que la probabilité d'utiliser ces données pour un enregistrement n'est pas très élevée. En tout cas, ça vaut le coup, si vous faites des consultations précoces avec les agences réglementaires, de poser la question, notamment le guichet innovation orientation pour la France, et plus tard, éventuellement, le MA. Par contre, évidemment, vous pouvez vous inspirer de ce que vous observez en vie réelle pour derrière, je dirais, finaliser vos protocoles d'études cliniques. Ça, évidemment, c'est quelque chose de tout à fait faisable. Voilà, je ne sais pas, Emmanuel, si ça répond à votre question. N'hésitez pas en renfort. Voilà. Merci, Adeline. Alors, Sybille, avez-vous également analysé le nombre d'accès compassionnels n'ayant pas abouti à une AP? Je crois que vous avez fait l'analyse en fait des AP c'est ça, on l'a fait dans qui font suite à un accès compassionnel, mais vous n'avez pas fait l'inverse en fait. C'était surtout beaucoup d'ATU nominatifs qui devenaient des accès compassionnels. Du coup, on n'a pas vraiment analysé parce que ce n'était pas un chiffre qui était très élevé. C'était pas assez, on n'a pas assez de recul sur sur les accès compassionnels pour vous donner une réponse. Par contre, si j'essaie de comprendre ce que nous dit Sybille, que je connais bien, puisqu'elle a travaillé avec moi il y a quelques temps, quand on regarde les 6 qui ont fait l'objet d'un refus en accès précoce, est-ce que l'on sait si certaines de ces molécules avaient fait l'objet d'un ATU nominatif ou d'un accès compassionnel? J'ai pas le sentiment. Si on se remet sur la slide, voilà, ici, pardon. Juste celle-ci. J'ai pas le sentiment que les produits qui ont été refusés en accès précoce aient été issus d'un accès compassionnel ou d'un ATU nominatif. Bon, est-ce qu'il faut en tirer la conclusion que quand il y a un accès compassionnel, il y a la probabilité d'avoir un accès précoce est plus élevée? Je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, ça ferait sens puisqu'il y a quand même toujours eu
dans l'esprit des pouvoirs publics cette idée de continuum entre le compassionnel et le précoce, hein, puisque quand vous acceptez un accès compassionnel pour un médicament qui fait l'objet d'un développement à visée commerciale, vous devez vous engager à déposer une demande d'accès précoce. Écoutez, je vous remercie pour ces questions. Je propose que l'on avance. Merci pour vos questions. Nous allons donc maintenant passer au dispositif médical avec le premier dispositif, donc le forfait innovation. Voilà, un rapide mot sur ce qu'est ce dispositif. Il va uniquement concerner les dispositifs médicaux, mis en place en 2009 puis réalisé en 2015. L'idée, c'est que ce dispositif, cet accès dérogatoire, va permettre un accès sécurisé à des innovations tout en colligeant et en structurant des données cliniques et ou médico-économiques manquantes qui permettront de prendre une décision ultérieure plus sécurisée, plus robuste. Ce forfait innovation, ça va être donc une décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et contrairement à la prise en charge transitoire que nous verrons dans un second temps, ce dispositif peut être obtenu avant le marquage CE. Cette prise en charge va être subordonnée à la présentation d'une étude clinique ou médico-économique qui sera faite dans un second temps et qui doit répondre à l'ensemble des 3 conditions suivantes. Donc, elle doit permettre de réunir les données manquantes qui sont nécessaires pour établir l'amélioration des services attendus, d'éventuelles autres études similaires ou en cours, afin d'évaluer la pertinence de réaliser cette étude susmentionnée, l'étude susmentionnée dans un certain cadre défini, ainsi que la faisabilité de cette dite étude proposée, qui doit apparaître comme étant raisonnable compte tenu du projet du protocole, du budget et du budget. Alors, depuis 2015, 16 forfaits innovation ont été octroyés par la HAS. Le dernier rapport d'activité de la HAS, qui va donc faire un rappel et un état des lieux des différents forfaits innovation accordés l'année précédente, n'a pas encore été publié. Il sera publié lors du mois de juin de l'année 2023 pour l'année 2022. Donc, nous n'avons pas encore pu bien aborder l'année 2022, mais nous avons fait un bilan chiffré des différents dispositifs ayant eu accès à ce forfait innovation depuis 2015. Donc, voilà, comme on peut l'observer, on voit quand même une croissance des dossiers non éligibles par rapport aux dossiers éligibles. Donc, on peut s'interroger sur un potentiel durcissement des critères d'évaluation de la HAS. Et pour information, le dernier dispositif médical ayant eu accès à un forfait innovation date d'il y a à peu près un mois et demi, que c'est le système intervapor, un système bronchoscopique de réduction du volume pulmonaire par vapeur. Nous passons donc maintenant à la prise en charge transitoire. Donc, pour suivre le même plan, un rapide mot sur la définition. Donc, encore une fois, ne va concerner que les dispositifs médicaux en vue d'une inscription, sur la liste des produits et prestations remboursables ou LPPR. Ce dispositif va permettre le remboursement du dit dispositif médical pendant 1 an en attendant la prise en charge classique via la LPPR. Encore une fois, certains critères doivent être présents pour que le dispositif médical soit éligible à cette prise en charge. Donc, il doit être marqué CE. Il ne doit pas être déjà pris en charge, du moins, dans le cadre des prestations d'hospitalisation. Et l'industriel qui fait la demande doit s'engager à faire une demande d'inscription à la LPPR pour ce DDM dans un délai de 12 mois à compter de la demande de prise en charge transitoire. Si nous nous penchons sur l'année 2022, on peut observer que 4 dossiers ont été acceptés. Donc, le système Neovasc Reducer, Simplicity Spiral, The Inside System, le système OSCRT, tandis que 4 autres dispositifs ayant fait la demande ont été refusés. Il a été estimé qu'ils ne remplissaient pas l'ensemble des critères requis. Et un petit mot sur ce début d'année 2023, il y a déjà 3 dispositifs qui ont fait la demande, 2 qui ont été éligibles, donc le système Pixo de Miracor Medical, le système FlowTriver d'Inari Medical et le système DRL de Presilence. Il y a donc quand même bien une montée en puissance de cette nouvelle modalité de prise en charge de cet accès dérogatoire. Si nous nous penchons maintenant sur les raisons des dites demandes qui n'ont pas abouti, on peut voir qu'il y a effectivement une certaine constance, mais qui peut être
potentiellement imputable à une certaine subjectivité des analyses. Donc, voilà. Pour interpréter ce tableau, chaque critère en fait va correspondre à la raison pour laquelle le dispositif médical n'a pas été éligible pour cette pour ce précis critère. Par exemple, si on prend le système LimFlow, il a été considéré que effectivement le dispositif médical agit bien pardon, dans le cadre d'une pathologie grave, mais qui a été considérée comme non rare. Ou par exemple, quant à l'efficacité clinique du DDM, elle a été présumée comme pas assez forte. Si par exemple nous prenons le système Carillon, encore une fois, la pathologie ciblée est bien considérée comme grave, mais non rare. Et le taux d'échec de pose du dispositif de la procédure est assez significatif et ne permet donc pas de juger d'une efficacité dite cliniquement pertinente. Et un très rapide mot sur une nouveauté qui a été mise en place il y a une quinzaine de jours à peu près. Donc la prise en charge anticipée numérique, qui cette fois ne concernera que les dispositifs médicaux numériques, qui va permettre du coup un remboursement dérogatoire pendant 1 an, qui sera non renouvelable en attendant la prise en charge de droit commun, donc via la LPPR pour les dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique, ou la LATM pour les dispositifs de télésurveillance médicale. Voilà. Il y a 2 prérequis qui devront être remplis pour que ce dispositif médical numérique soit éligible à cet accès. Donc, il doit disposer du marquage CE à l'instar de la prise en charge transitoire et il doit être présumé innovant, donc en termes de bénéfices cliniques, de progrès dans l'organisation des soins, d'après bien évidemment les premières données disponibles et en prenant en compte d'éventuels comparateurs pertinents. Je laisse maintenant la parole à mon collègue Paul qui va vous parler de l'article 51. Oui. N'hésitez pas à poser des questions sur l'onglet questions sur les 2 dispositifs d'accès dérogatoire, donc forfait, innovation, prise en charge transitoire pour les dispositifs médicaux. L'article 51, je vais laisser la parole à Paul, mais étant, comme vous le savez, quelque chose qui est clairement dédié aux aspects organisationnels, qui peut intégrer des dispositifs médicaux, mais ça n'est pas la vocation première. Paul, je vous laisse continuer. On a une question qui vient d'arriver. Alors, sur quels critères la rareté de la maladie est évaluée dans le cadre de la prise en charge transitoire? Je me permets de reprendre par exemple l'exemple du système LimFlow. De souvenir, on traite un certain type d'ischémie qui est, quand on regarde la prévalence ou l'incidence de cette pathologie, on n'est pas dans le cadre d'une pathologie qu'on considère comme rare. Donc, je ne veux pas vous donner de chiffres inexacts, mais la prévalence et l'incidence sont jugées comme étant suffisamment élevées pour que l'on considère ça comme une pathologie avec de grosses guillemets communes. Après, je n'ai pas les données précises, mais j'imagine que la rareté est assez bien définie pour le médicament. Je vais vous retrouver les chiffres dans une seconde. J'imagine que si la maladie est effectivement rare au sens de maladie rare définie pour le médicament, ça devrait être considéré comme tel pour des dispositifs médicaux. Absolument. Après, on est plus sur des problématiques d'incidence parfois, alors que la rareté est définie sur la prévalence. Mais je vais vous retrouver ces chiffres-là dans le cadre du médicament. Paul? Oui. Alors, du coup, par contre, il y a un écho. Pas pour nous, Paul. Je coupe le micro de notre côté. Ah, ok, merci. Parfait. Donc maintenant, on s'est intéressé à ce qui existait avant l'article 51. Donc, les expérimentations étaient possibles, elles étaient encadrées par la loi de financement de la sécurité sociale et elles permettaient de déroger à certaines dispositions législatives réglementaires dans le cadre d'expérimentations autorisées par les autorités compétentes. Seulement, on a relevé quelques pain points. C'était des procédures complexes et souvent peu adaptées aux besoins des acteurs du terrain,
avec des critères d'éligibilité qui étaient stricts et il existait de nombreuses contraintes en termes de financement et de suivi des projets. Et donc, ça a amené une limitation de la portée et de la durée d'expérimentation. Les différents acteurs qui étaient impliqués dans ce qu'il y avait avant l'article 51, c'était les ARS, le FIR, l'assurance maladie et les différents établissements de santé. Donc, ce qui existait avant l'article 51, qui existe toujours, c'est le FIR. Le FIR qui est le Fonds d'intervention régional. C'est ce qui permet le financement et l'investissement dans les établissements de santé, des expérimentations d'innovation régionale. Le Fonds d'intervention régional, il a été créé en 2012 et il a pour but d'implémenter au niveau régional les stratégies et les objectifs nationaux de santé en favorisant l'innovation au sein des territoires. Donc, il va permettre de redonner une marge de manœuvre aux ARS pour implémenter cette stratégie nationale d'un point de vue régional. Donc, il est dérivé en 5 piliers, donc 5 axes stratégiques. Le premier, c'est la promotion de la santé et la prévention. Ensuite, on a le parcours de santé coordonné, la permanence des soins et la répartition des professionnels de santé, l'efficience des structures et finalement, celui qui regroupe les 4 premiers piliers, c'est la démocratie sanitaire. Donc, un point qui est très important, c'est de noter que l'engagement financier dans les expérimentations innovantes en santé, il est croissant d'année en année. On sait que le FIR, il est financé par une fraction de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les caisses primaires d'assurance maladie. Donc là, quelques chiffres pour illustrer mes propos qui sont à prendre avec des pincettes, étant donné que ça va beaucoup dépendre des ARS et des subventions qui leur sont attribuées. Gladys. Donc, un autre point intéressant, c'est l'accélération du budget qui a été alloué au FIR en 5 ans. Donc, entre 2017 et 2022, on est passé de 3,4 milliards à 5,6 milliards, donc une augmentation de 34%, alors que de 2014 à 2017, on a eu une augmentation seulement de 5%. On retrouve sur le graphique de gauche les 5 axes stratégiques du FIR. Et on peut voir qu'en 2017, entre 2014 et 2017, ces axes stratégiques ils n'étaient pas équilibrés. Ils ont été rééquilibrés en 2022, donc on retrouve une parité entre les 4 premiers axes. Et enfin, ce que je vous disais tout à l'heure, la mission numéro 5, la démocratie sanitaire, qui regroupe finalement ces 4 principaux axes stratégiques. Un autre point à noter, c'est que le FIR peut être utilisé en complément de l'article 51, qu'on va vous présenter tout de suite. Donc l'article 51, finalement, c'est une innovation organisationnelle. Natacha Lemaire, qui travaille au ministère des Solidarités et de la Santé, nous expliquait en 2018 que c'est un dispositif qui est auto-apprenant et qui monte en puissance. Donc on va le démontrer par la suite. Donc ce dispositif, il s'adresse à tous les porteurs de projets sans aucune restriction. Donc ça peut aller des associations d'usagers aux organismes complémentaires ou aux collectivités territoriales pour proposer des projets spontanément par un mécanisme d'appel d'offres. L'article 51, il va proposer aux acteurs de santé de déroger à de nombreuses règles de financement du droit commun et de l'organisation. Donc, si on se focalise sur les étapes clés de l'article 51, donc il est créé en 2018, on a une première autorisation qui est donnée en 2019 et ensuite l'engrenage commence à dérouler avec une accélération. En 2020, on a les premières années de mise en œuvre. Et enfin, au premier semestre 2022, on a les premiers rapports d'évaluation. Donc, l'ambition de cet article 51, il est clair, ça va être la transformation du système de santé. Et tout ceci se situe finalement dans le fil des rapports établis par les groupes de travail constituant les différentes composantes du plan Ma Santé 2022. Maintenant, on va s'intéresser aux critères de l'article 51. Donc, les critères de l'article 51, ils sont au nombre de 4. Ça va être le caractère innovant, l'efficience, la faisabilité et la reproductibilité des projets qui vont être menés par appel d'offres avec une durée de 5 ans maximum. Donc là, vous avez les différents critères qui existent en fait sur le formulaire pour
pour répondre à un appel d'offres. Donc les expérimentations, elles doivent concourir à améliorer la pertinence et la qualité de la prise en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, le parcours des usagers via notamment une meilleure coordination des acteurs de santé. Donc on retrouve finalement un des axes stratégiques du FIR qui est décliné, l'efficience du système de santé et l'accès aux prises en charge donc, qui se déroule par la prévention sanitaire et médico-sociale. Depuis 2018, il y a eu 1073 projets qui ont été déposés et au premier semestre 2022, on a 105 projets en expérimentation. Gladys. Donc là, on va s'intéresser plus particulièrement à 2 prises en charge par l'article 51 qui sont des dispositifs médicaux. Donc, de prime abord, ces dispositifs, ils permettent plus facilement de se dédouaner des processus administratifs qui sont souvent complexes et démotivants et certainement pas assez connus. On voit finalement que sur cet article 51, la vitesse de croisière, elle n'a pas encore été atteinte, mais qu'elle est prévue dans les prochaines années. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt motivant. Et les instances qui participent et qui s'articulent autour de cet article 51 sont optimistes quant à l'appel à projet et les moyens seront maintenus pour faire en sorte d'exploiter au mieux possible le potentiel de cet article. Gladys, merci. Donc maintenant, on va s'intéresser à 2 prises en charge de dispositifs médicaux qui s'inscrivent le plus dans l'application de l'article 51. Donc le premier, ça va être Inspiraction. Inspiraction, il vient du constat qu'à la suite de la crise sanitaire, on a eu une progression de l'incidence des maladies respiratoires chroniques et que le coût global de la maladie et de ses traitements, ainsi que la difficulté d'accès aux programmes de réhabilitation, conduisent finalement à proposer des solutions qui vont être innovantes en termes d'accès et de modalités de réalisation de programmes de réhabilitation. Donc, ce projet, il a été présenté par la Fédération de l'hospitalisation privée et il va permettre, par l'outil UniQ, de téléréadaptation, de suivi des patients et de coordination de pallier à cette augmentation de l'incidence des maladies respiratoires. Donc ça, c'est un premier projet. Ensuite, on a un second projet qui est AudiSite, qui a été proposé par la société Tilac Healthcare en octobre 2019. Le constat, c'est finalement qu'on a une baisse du nombre d'ophtalmologistes et une hausse des personnes atteintes de maladies rétiniennes. Et compte tenu des flux de formation et des difficultés de recrutement des ophtalmologues à l'heure actuelle, on sait qu'on va y avoir une diminution du nombre de professionnels de santé jusqu'en 2030. Et donc, pour pallier à cette diminution du nombre de professionnels de santé, on va avoir Tilac qui nous propose un suivi rapproché grâce à la télésurveillance de l'acuité visuelle. Donc, l'ambition, encore une fois, elle reste claire, c'est de faire de ce dispositif un point de transformation pour notre système de santé. On verra dans l'avenir, finalement, les limites de cet article et les apports qu'il aura dans l'innovation en France. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je ne vois pas de nouvelles questions. J'ai eu une question sur les dispositifs médico-diagnostiques in vitro, savoir s'ils étaient éligibles aux dispositifs dérogatoires pour les DM. Normalement, les DMDIV, leur dispositif dérogatoire, et plus spécifiquement le RIHN, on n'a volontairement pas parlé du RIHN parce que, comme vous le savez très bien, aujourd'hui, le système est embolisé, c'est-à-dire que plus rien ne rentre parce que pas grand-chose ne sort. Vous voyez, donc il y a des discussions en cours pour débloquer le RIHN, ça fait partie du plan Innovation Santé 2030. Par contre, sous réserve évidemment de cocher les cases, les dispositifs médico-diagnostiques in vitro sont potentiellement éligibles au forfait innovation, donc prêt marquage CE. Donc ça peut valoir le coup de se pencher sur cette opportunité-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Il y en a une. Je me tourne vers Paul. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on ait analysé, mais c'est à envisager pour une prochaine étape, voir effectivement quels sont les projets, en fait, article 51 qui ont donné lieu à une phase de généralisation.
Alors, je cherche la question. C'est dans le... Non, c'est pas dans le chat. La question, c'est le dispositif article 51. Le dispositif article 51 prévoit une mesure de généralisation à l'issue de l'expérimentation. A-t-on suffisamment de recul pour savoir comment se matérialise concrètement cette généralisation? Ah oui, non, donc effectivement, c'est un point qu'on pourra traiter dans le futur. Cet article 51, il a quand même eu un souci majeur qui est la crise sanitaire. Et donc, il y a eu un ralentissement drastique, notamment des réponses des appels d'offres. Et on en fait les frais maintenant. Donc, on n'a pas encore assez de recul pour avoir vraiment le taux de conversion, généralisation. Mais c'est un point qu'on regardera dans le prochaine émission. Écoutez, je vous remercie de leur part pour les compliments que vous envoyez aux étudiants. Si j'essaie de synthétiser et en attendant que les questions émergent, y a-t-il des DM qui sont maintenant en droit commun via l'article 51 et le forfait innovation? Ça n'est pas quelque chose que l'on a regardé puisqu'on a démarré en 2022. Et donc l'idée justement dans les prochaines éditions 2023, 2024 et suivantes, puisque on a clairement indiqué à l'ESSEC qu'on serait intéressé à continuer, c'est la prochaine question, c'est pour tous les produits qui sont rentrés dans les accès dérogatoires, est-ce que quelque part ça facilite l'accès au droit commun? Est-ce que l'on a des meilleurs niveaux d'ASMR ou d'ASA? Est-ce qu'on a des délais de discussion qui sont plus courts? Et est-ce que l'on a éventuellement, même si ça va être difficile à déterminer, des niveaux de prix qui sont plus satisfaisants? Je me permets juste un petit point concernant les DM qui sont passés dans le droit commun via notamment le forfait innovation. Alors effectivement, comme l'a souligné Frédéric, ce n'est pas un point que nous avons trop approfondi, mais voilà, par curiosité, on a regardé assez rapidement et oui, il y a effectivement certains DM qui, suite à l'accès au forfait innovation, sont bien remboursés dans le cadre de droit commun. Par exemple, la valve cardiaque Tiara de l'entreprise Neovasc, donc voilà, qui était utilisée dans le traitement de la sténose aortique. Elle a été remboursée de droit commun en 2021 suite à l'obtention d'un forfait innovation quelques années auparavant et également le système, par exemple, Sudoscan de la société Inpeto Médicale, qui était utilisé pour le dépistage et le suivi de neuropathie diabétique, pardon. Il a été remboursé de droit commun en 2017 suite à l'obtention d'un forfait innovation quelques années auparavant. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez, moi j'ai trouvé cette analyse, on a eu les résultats il y a maintenant une dizaine de jours, très intéressantes parce que ça donne un certain nombre de tendances qui sont assez différentes en fonction des classes de produits. Sur les accès compassionnels, les accès précoces, on s'aperçoit que ce sont des dispositifs qui permettent aux patients d'accéder plus précocement à des innovations, donc indiscutablement, c'est un objectif qui est atteint. Par contre, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça bénéficie essentiellement à des produits qui sont au stade tardif du développement, et donc plutôt autour de l'AMM, post-AMM, et ce sont des dispositifs qui bénéficient avant tout aux entreprises établies, donc Big Pharma, Mid-Size, ce qui amène naturellement à s'interroger, si vous voulez, sur la facilité d'accès à ces dispositifs pour les entreprises de France Biotech, les adhérents de France Biotech, plutôt donc des entreprises biotech en phase pré-commerciale. Et ça, c'est un message que l'on a commencé à faire passer au pouvoir public, certainement revisiter ces dispositifs pour s'assurer qu'ils soient suffisamment simples à mettre en œuvre pour des entreprises qui ne sont pas aussi équipées que des Big Pharma. En parallèle de ça, de notre côté, on a lancé un cycle, vous le savez, de webinaires sur l'organisation en fait de ces accès précoces, accès compassionnels, avec une première session qui a eu lieu la semaine dernière sur les aspects, je dirais, opérationnels, gérer la mise en place d'un accès précoce, d'un accès compassionnel, gérer la collecte des données, et on va avoir, grâce à Next Step, avant mi-juillet, un autre webinaire plus sur les accès stratégiques. Donc, comment prépare-t-on son dossier de demande d'accès précoce, accès compassionnel. Donc, un dispositif qui fonctionne bien,
mais effectivement, aujourd'hui, trop peu de biotech représentées dans ce dispositif. Sur le dispositif médical, là, on a peut-être deux choses qui évoluent, je dirais, à contresens. On a de toute évidence un durcissement des forfaits innovation, on l'a vu sur 2022. On va attendre 2023, c'est dommage parce que c'est un dispositif qui est très intéressant, puisque ça permet d'une certaine manière de donner accès précocement à une innovation, de collecter des données et de générer des revenus pour l'entreprise. On voit à côté de ça qu'il y a quand même une forme d'accélération pour les prises en charge transitoires, même si, bon, on l'a bien vu, accès précoce, c'est plus d'une centaine de dispositifs, plus d'une centaine de produits concernés. Prise en charge transitoire, c'est 8 produits concernés. 3 début 2023. Il y a de toute évidence encore des freins au recours à ces dispositifs. Et puis l'article 51, on s'aperçoit finalement qu'il y a assez peu de dispositifs médicaux concernés par l'article 51. La finalité n'est pas effectivement de donner un accès précoce à des dispositifs médicaux, mais néanmoins, il y a certainement des opportunités pour des dispositifs qui faciliteraient, qui optimiseraient la prise en charge, le parcours de santé. Et puis évidemment, on va suivre de très près le déploiement de PECAN, qui fera partie de la prochaine version de l'Observatoire. Et on va continuer à suivre de très près les évolutions du RIHM. Alors, c'est une très très bonne remarque, Céline, et je vous remercie. C'est un sujet oui, c'est une très bonne idée. Merci, donc on va réfléchir à ça. D'une certaine manière, c'est un peu l'une des finalités, l'un des objectifs du groupe de travail accès au marché, qui est de mélanger les compétences, mais au-delà d'un simple échange. Et dans le cadre vous savez qu'on a un programme mentoring, Big Pharma Biotech. Dans le cadre de ce programme de mentoring, est-ce qu'on ne peut pas demander à certaines entreprises plus matures de mettre des ressources humaines à disposition des biotech? C'est une excellente idée. Écoutez, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, on vous rend 9 minutes que vous saurez utiliser à bon escient, j'en suis sûr. Donc, je remercie encore Gladys, Balthazar, Paul, Charles et Ryan. Il y a une autre question? Il y avait des questions, des questions? D'accord. Alors, pardon. Marc, pour le médicament, as-tu une idée de l'évolution du nombre de nouveaux produits ces dernières années? Peut-on évaluer l'effet de la réforme sur l'entrée dans l'accès précoce pour les startups? C'est ce que l'on disait, en fait. Bon, déjà, sur les startups, c'est la contribution des biotech est marginale dans les dispositifs. Donc, on n'a pas tout l'effet souhaité, en fait. L'un des objectifs était de favoriser l'accès à l'innovation française, sous-entendu permettre aux biotech françaises de mettre leurs produits à disposition. Ça ne fonctionne pas complètement. Et donc, c'est un point qu'on a déjà commencé à faire remonter au pouvoir public. Maintenant, on s'aperçoit que les ATU nominatifs, les accès compassionnels ont été largement alimentés par les ATU nominatifs. Donc, il y a eu un transfert important. Ce dont on s'aperçoit aussi sur les accès précoces, c'est qu'il y a quand même, une fois qu'on a eu ce transfert, en fait, du dispositif ATU vers les dispositifs accès compassionnel, accès précoce, on s'aperçoit sur les 2 derniers mois de l'année 2022 qu'il y a un fort ralentissement également. Donc, il faudra veiller à ce que l'on maintienne une attractivité suffisante pour ces dispositifs. Il y avait une question de Sybille. Savez-vous si les small pharma biotech ayant déposé sont majoritairement françaises? Non, nous ne savons pas. Mais les adhérents de France Biotech ne sont pas que des biotech françaises. Donc, bonne remarque, Sybille. Je dois corriger en fait mes propos en disant que ça ne favorise pas nécessairement les biotech, mais plutôt les entreprises établies. D'autres questions? Non? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous rends 6 minutes. Et on se retrouve pour ceux qui le souhaitent pour le webinaire que l'on organisera avant mi-juillet sur les aspects plus stratégiques
des accès compassionnels, accès précoces, et puis en général pour les réunions du groupe de travail accès au marché, en sachant qu'il y a une actualité qui est assez dynamique en ce moment dans le secteur de l'accès au marché. Sybille est en train de taper. Merci à toi, Sybille, et puis à très bientôt à vous tous. Bonne fin de journée.